et tous et merci de nous rejoindre en ce début d'après-midi pour la suite de cette première édition de Et maintenant, je fais quoi? C'est une journée qui est consacrée à votre orientation. Et nous, surtout, on va parler des métiers. On a déjà évoqué pas mal de métiers pour ceux qui étaient avec nous ce matin. On va continuer cet après-midi. Je suis Gaëlle Millon, journaliste, et je suis ravie d'animer pour vous cette table ronde consacrée au secteur du luxe avec mes deux invités en ce début d'après-midi. Stefano Vanchiorati, directeur artistique, consultant style, design et tendance. Bonjour Stefano. Bonjour Gaël, ravi d'être ici. Et Louis Frison de la Motte, qui est acheteur chez Citadium. Bonjour Louis. Bonjour Gaël. Donc ensemble, on va un petit peu voir ce qui se cache derrière vos métiers, derrière vos domaines aussi. Évidemment, vous, étudiants ou parents d'ailleurs, qui nous écoutez, n'hésitez pas tout au long de cette conférence à poser vos questions. On prendra un maximum de questions, on tentera d'y répondre avec Louis et Stefano pour que vous en sachiez encore plus et qu'on puisse répondre vraiment aux interrogations que vous avez avant peut-être de vous lancer dans ce secteur du luxe. Stefano, avant de revenir plus en détail sur votre métier, vos métiers, puisque vous en avez eu plusieurs, parlez-nous justement de ce parcours. Qu'est-ce qui vous a amené au métier que vous faites aujourd'hui? Alors effectivement, l'idée d'être plus généraliste, puisque moi je viens de la mode en fait, et là maintenant c'est plus au niveau lifestyle, au niveau déco, communication, événementiel et mode évidemment. Donc c'est le fait de l'évolution de la vie qui a fait ça, le fait aussi que les barrières se casse de plus en plus entre les différents secteurs, hein, entre la mode, la déco, etc. Si bien que l'idée d'avoir comme ça, pouvoir intervenir en tant que DA 360 degrés, c'est quelque chose qui me parle, d'autant plus qu'en termes inspirationnels, tout est lié finalement. Hein. Une tendance mode est très proche d'une tendance déco, qui est elle-même très proche d'une tendance communication, etc. Donc dans ce parcours, vous avez eu à la fois des périodes où vous avez été en freelance et parfois intégré dans de grandes maisons. C'est Absolument. finalement des parcours, c'est assez classique dans votre milieu? Assez classique, oui, oui, puisque comme effectivement je viens du milieu de la mode, j'ai été stylist designer pour différentes maisons en France, en Italie, au Japon, et pour le coup c'est tout à fait comme ça que des designers travaillent au sein des maisons, soit en intégré, donc faisant partie de l'équipe de style dirigée par le directeur artistique, ou soit en freelance, donc ponctuellement pour tel ou tel produit. Sachant que chaque designer s'occupe d'une ligne en particulier et d'un marché en fait. Souvent, il travaille en binôme avec un chef de produit qui lui fera plus la partie marketing, je dirais, la partie chiffres, et le designer lui la partie créa. Donc vous l'avez dit, vous venez du monde de la mode, vous avez basculé du côté du luxe. Quand et pourquoi? Alors, je dirais que c'est à niveau personnel, donc un peu comme beaucoup de personnes, la crise de la quarantaine, se dire que effectivement, le fait d'être intégré dans une maison, on était un peu entre nous. Il y a vraiment cet entre-soi qui fait que on passe peut-être à côté. Enfin, j'avais le sentiment de passer à côté de la vraie vie. Typiquement, on n'est pas du tout en contact avec les clients, on n'est pas du tout en contact avec les vrais gens quelque part. Et il arrivait un moment où ça me manquait, et c'est comme ça que j'ai franchi le pas pour justement pouvoir travailler en B2C dans un premier temps, même si maintenant je fais du B2B, mais avec les clients finaux finalement. On le rappelle, avant vous étiez designer chez Kenzo notamment, vous y êtes Tout à fait. resté plusieurs années et c'est après cette expérience-là que vous avez changé de domaine. Exactement, oui. Mon dernier emploi salarié, c'était chez Kenzo, hein, du groupe LVMH. Et en 2009, j'ai franchi le pas pour me lancer et fonder mon agence Les Gentils Parisiens. Louis, je vous donne la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc acheteur chez Citadium. Vous avez été formé en partie par Stefano d'ailleurs. C'est Votre ça. parcours, à vous, il ressemble à quoi?
Ben alors moi je suis dans la vie professionnelle que depuis 2 ans, depuis un vrai métier comme on peut appeler ça ou un contrat. J'ai toujours été passionné par la mode. C'est quelque chose enfin un secteur dans lequel j'ai toujours voulu travailler. Donc j'ai de suite dirigé en fait mes études de commerce spécialisées dans la mode, où j'ai fait un bac+5 en management et marketing dans le luxe, mode et design, notamment au MBA ESG, où j'ai rencontré Stéphano qui était mon professeur à cette époque-là. Et en sortant à travers ces 5 ans, en fait, j'ai fait plein de métiers différents dans la mode. J'ai autant travaillé dans des showrooms en tant que commercial, j'ai autant travaillé dans des studios en tant qu'assistant de direction artistique ou au business développement de marque sur des partenariats de licence et autres. Et en sortant en fait de ces études, je me suis vraiment rendu compte que je voulais un travail qui ne me fasse pas rester derrière un bureau et qui me fasse rencontrer plein de gens et surtout qui me mette au contact de la réalité du marché. Et pour ça, le métier d'acheteur, en fait, était celui qui me correspondait le plus. Donc depuis 2 ans, je suis rentré au sein du Citadium. Donc j'espère que parmi les gens qui nous écoutent, si vous n'êtes pas client, vous avez déjà visité les magasins. Et donc j'achète aujourd'hui pour les marchés de la mode homme, de l'accessoire et de la chaussure mode pour les magasins Citadium. Voilà, acheteur, quoi. En fait, c'est là ce C'est que ça. veulent faire tous les gens, non? Acheter pour les Oui. autres. C'est Alors, génial. c'est assez curieux parce que quand je dis que je suis acheteur, à des gens qui ne viennent pas du secteur, ils me regardent et ils me disent, ben, vous vendez dans un magasin, vous achetez pas. Et en fait, pour vendre des produits, il faut que quelqu'un choisisse les produits qu'il y a en magasin. Et ça, c'est le rôle de l'acheteur. C'est de définir l'offre d'un magasin. Donc, factuellement, de choisir les marques et dans les marques, les produits qui seront exposés en magasin. Aujourd'hui, par exemple, Stadium, on a 9 magasins en France, dont un flagship store sur le boulevard Haussmann et un site e-commerce. Il faut définir l'offre de tous ces magasins en prenant bien compte que la clientèle qu'on a à Paris n'est absolument pas la même clientèle qu'un magasin à Toulon ou à Marseille ou que sur les Champs-Élysées. Et en ça, bah, on doit définir l'offre parmi le portefeuille de marques qu'on a. Ça veut dire que vous contactez les marques, mais que les marques Ouais, sont amenées aussi à vous contacter. exactement. Les deux chemins sont vrais. Il y a des marques donc, qui veulent absolument travailler avec Citadium. Donc là, on les rencontre. Le point de rencontre, généralement, c'est le showroom de la marque. 2 fois par an, donc à l'occasion des saisons. En fait, nous, on a un métier qui est très saisonnier, qui est drivé par les Fashion Week. Donc là, on est en pleine Fashion Week automne-hiver 2022. Donc j'achète en ce moment des produits qui seront présents à partir de juin, juillet, hors souci de livraison en magasin. Et en fait, 2 fois par an, donc sur la période de janvier et la période de juin-juillet, je vais en showroom, je vais à l'étranger en salon. Si on achète du luxe, on va sur les défilés et on rencontre des marques avec lesquelles on a envie de travailler et on en rencontre les marques avec lesquelles on travaille déjà tout au long de l'année. On a vraiment un métier qui est drivé sur un effet de saisonnalité et le but du jeu, c'est de savoir ce que les gens vont vouloir porter et acheter la saison prochaine. Et alors, on a une tendance là, juste pour moi, savoir ce qu'on va mettre en Euh, octobre, novembre l'année prochaine. Ouais, alors la tendance l'année prochaine, alors nous on est quand même un magasin qui est très urbain. On vendait beaucoup de sneakers. On a eu des très fortes croissances sur les marques sneakers. Alors on est toujours en croissance, mais un peu moins. Et là, la chaussure brune, donc on pense à Doc Martens par exemple, est en train de croître énormément. Donc en tout cas cet été, le retour du mocassin, ça c'est sûr pour les jeunes filles, pour les jeunes dames, et après pour les garçons, parce que les femmes sont toujours un peu un temps en avance sur ce type de tendance. Et après, nous les garçons les rejoignent. Mais en tout cas, on voit, moi, si je dois parler sur le marché de la chaussure, le retour du brun arriver. Voilà, donc on verra si vous avez vu juste à la rentrée prochaine, on aura une petite Ouais, pensée. On a des questions qui nous arrivent et je vais les prendre en même temps puisqu'on a quelqu'un qui nous dit j'adore Citadium, donc voilà, la marque est connue. Ah, Euh, et on nous dit je suppose qu'il y a beaucoup de veille et de tendance également dans le métier, évidemment qu'on jette un œil sur ce qui ouais. se passe à Bah, c'est côté. le c'est le cœur de notre métier. On se faisait auditer, ça me fait penser, on se faisait auditer par un très grand cabinet de conseil et on essayait de me demander de temporiser dans ma semaine le nombre d'heures que je donne à la veille. Et c'est impossible parce que c'est une déformation professionnelle énorme. On regarde ce que ses amis portent, on passe notre temps sur les réseaux sociaux à regarder ce qui se passe, surtout avec la clientèle Stadium qui est une 15-25 qui va très vite. Enfin tous les ans, on se donne un peu des cadres de tendance, de silhouettes et de clients qu'on a envie d'attendre. Mais c'est une partie inhérente de notre travail et c'est un travail qui est quotidien. Je pense comme Stéphano quand il était designer, c'est de capter un peu ce qui se fait autour de nous
Et ça passe à travers la musique, le cinéma, l'art, la culture, le sport, aujourd'hui énormément. Donc oui, on se doit d'être tout le temps au fait de ce qui se passe dans le monde, et Donc pas seulement dans la mode. quand on est l'un de vos amis, on est en permanence décrypté, quoi. Vous regardez comment ils C'est sont ça, habillés, c'est voilà. ça. Ok. Bon, il faut qu'il soit au courant, c'est un bon point. Stéphano, évoquons justement ce métier de designer, métier d'avant, certes, mais qui peut être intéressant pour nos étudiants. C'était quoi votre quotidien lorsque vous étiez chez Kenzo? Alors le quotidien, mais qui finalement est assez proche de ce que je vis aujourd'hui au sein de l'agence, c'est vraiment bon, dans un premier temps un travail de veille de tendance, effectivement, hein, qui est à l'époque, je dirais, parce que c'est quelque chose qui a changé en termes de métier aujourd'hui, où vous savez, les collections se suivent à une vitesse vraiment effrénée. C'est le tempo de la fast fashion qui aujourd'hui est appliqué à l'ensemble de la mode, donc à travers des collections capsules, etc., etc. Mais toujours est-il que l'idée, c'est effectivement commencer par s'inspirer, ensuite suivre les éléments donnés par le directeur artistique, la thématique, etc. Cette thématique qui peut être, ça peut être juste une phrase, ça peut être une photo, ça peut être un poème, enfin, tout est source d'inspiration. Et ensuite, appliquer ces éléments au marché, enfin à la gamme sur laquelle on travaille. Donc, si on travaille le sportswear, si on travaille la maroquinerie, etc., etc. Donc, l'idée, c'est une fois qu'on a la thématique, dessiner les collections, donc en fond pour inspirer, notamment des mood boards de départ, etc. Une fois que c'est dessiné, c'est de les faire valider par la DA, tout en ayant en parallèle donc le chef de produit qui là aussi nous dit voilà il faut faire tant de je ne sais pas tant de pantalons, tant de chemises, etc. Et une fois que c'est validé par le DA, donc c'est le travail, le lien avec l'étape suivante qui est le modélisme patronné, qui lui met en 3D finalement l'idée du designer, puisque le designer travaille en faisant des dessins, des croquis, puisque à la main, aujourd'hui, l'ordinateur est un outil, mais ça reste qu'un outil. Il ne fait, voilà, faut être clair avec ça. Et puis, donc, le modéliste, lui, fait le modèle, le prototype, je dirais, en 3D. Et après, il y a un dialogue qui est fait avec le styliste, le designer pour justement faire des essayages, agrandir certains éléments, supprimer certaines choses, etc. pour faire un prototype le plus complet possible pour pouvoir une nouvelle fois le remontrer une nouvelle fois au directeur artistique pour qu'il donne sa validation finale. Et puis après, effectivement, quand c'est OK, le vêtement donc est fabriqué, le vrai prototype avec les tissus choisis, etc. Dans le but lors d'une Fashion Week, par exemple, de défiler ou alors être présent dans un salon. Quand vous parliez d'inspiration tout à l'heure, l'inspiration, elle passe par la veille et par voir ce que font les autres, mais aussi par le voyage. Vous voyagiez beaucoup à cette époque-là? Absolument, tout à fait. L'idée, c'est effectivement c'est le travail de trendsetter, hein, qui est encore le cas aujourd'hui. Bon, un peu plus compliqué ces derniers mois, mais sinon c'est ça. C'est vraiment trouver l'inspiration au quotidien, voir un peu ce qu'il y a donc dans ces pays, enfin dans ces villes. Souvent, c'est des villes bien particulières. Voilà, Tokyo, New York. Quand on parle de cosmétiques, par exemple, on va à Séoul parce que c'est vraiment the place to be là, en ce qui concerne la cosmétique. Et donc, c'est de voir un peu les snobismes qu'il y a, les dernières nouveautés, les derniers endroits qui viennent d'ouvrir, etc. La difficulté en termes de tendance, c'est de faire la différence entre ce qui est anecdotique, juste le délire de quelqu'un finalement, ou ce qui est symptomatique d'une tendance globale et faire en sorte que justement, tiens,
c'est juste répondre à une question qu'on peut tous se poser, se dire, tiens, de quoi j'ai envie aujourd'hui ou de quoi j'aurai envie très prochainement, en fait. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut faire la différence entre une vraie tendance, entre quelque chose qui est naissant de quelque chose qui est juste anecdotique. Et donc tout ça, après, on revient avec toutes ces informations que l'on transforme en produits, que l'on transforme en communication, que l'on transforme en déco ou des choses pour l'événementiel, en fait. Ça, c'était le métier de designer, celui que vous faisiez avant. Aujourd'hui, donc nouveau départ depuis 2009 avec la création de votre propre agence. Aujourd'hui, vous avez une vision encore plus large du monde du luxe parce que vous ne faites pas que du prêt-à-porter finalement. Absolument, tout à fait. Voilà, je peux intervenir, bon, bah, déjà en termes de tendance auprès d'entreprises autour de conférences et de présentations, mais ces entreprises sont très très variées. Typiquement, j'ai fait une conférence il n'y a pas si longtemps pour une, une compagnie de banque en fait, en leur expliquant que, ben voilà, la tendance globale, c'est, voilà, on a parlé vintage, on a parlé genderless aussi, et se dire comment eux pouvaient s'approprier ces éléments. Typiquement avec la Poste, par exemple, le côté vintage, on a évoqué pourquoi pas l'idée de ressortir des vieux timbres et de les remettre au goût du jour, ou le côté genderless, se dire bah, si demain un client, un conseiller de banque reçoit un monsieur maquillé avec les ongles peints, etc. Bah, c'est juste la tendance actuelle et c'est voilà, c'est vraiment d'intégrer ça notamment à l'ensemble du personnel. Donc voilà, la même chose au Donc là, vous avez niveau surtout, dans ce cadre-là, un rôle de conseil finalement. voilà, tout à fait, de consultants, etc. Autre élément, ça peut être pour en termes de communication, quelqu'un qui veut faire un événement pour les 50 ans de la marque ou autre, où là, je viens pour donner la direction artistique de l'événement, se dire, alors je sais pas si c'est un produit autour de l'éco-responsabilité, par exemple, faire en sorte que l'ensemble de l'événement, que ce soit la déco, que ce soit jusqu'aux éléments qui font partie du cocktail, hein, enfin des choses qui sont à manger, etc. Tout ce qui est happening, faire en sorte que ça soit cohérent. Enfin, c'est vraiment mon cheval de bataille, je dirais, au quotidien, faire en sorte que l'image, enfin, le message qui passe à travers cet événement, à travers tous le dossier de presse, etc., soit cohérent avec l'image de la maison, enfin de la marque, hein, quelle qu'elle soit, et que pour le coup, voilà, on est plutôt dans la communication non verbale pour le coup. Hein. C'est pas, voilà, se dire ah tiens, si justement on est dans l'éco-responsabilité, comme je parlais tout à l'heure, voilà, ça va être des matières. Alors, on peut parler d'upcycling, on peut parler de matières plutôt naturelles, de couleurs qui vont avec. Hein. Typiquement, on va peut-être pas forcément utiliser des choses qui rappellent un peu le high-tech, etc. Ou mélanger les deux aussi, c'est aussi une option. Enfin voilà, c'est faire en sorte que mon travail consiste à ce que les éléments soient cohérents avec le message que la marque veut faire passer, enfin, ou la maison ou l'entreprise, et à travers des petits détails qui n'en sont pas du tout en fait. Hein. La même chose au niveau du logo, par exemple, quand quand une entreprise me demande de créer son logo, le logo c'est la carte de visite finalement, la première carte de visite. Un logo doit rassurer, un logo doit expliquer ce que fait l'entreprise, etc., etc. Enfin, il y a un gros cahier des charges sur juste quelque chose qui doit être en plus très impactant visuellement et qui soit inoubliable quelque part. On l'a vu une fois en me disant tiens oui effectivement c'est telle marque. Donc plein d'éléments comme ça. J'imagine qu'autour de vous, il y a des équipes aussi, des équipes peut-être intégrées ou même en freelance. On en parlait tout à l'heure. Quel type de métier vous accompagne? Alors effectivement je travaille beaucoup avec des freelances.
L'idée, c'est de créer une équipe sur mesure en fonction du projet. Donc, des personnes très, très différentes. Typiquement, récemment, j'ai un industriel m'a demandé de créer un parfum d'intérieur, donc pour son entreprise, mais aussi ce parfum qu'il offrira à ses clients à travers des bougies, ce genre de choses. Donc moi, effectivement, je suis pas du tout de nez en fait, hein, donc je me suis associé, j'ai fait appel à un nez. Moi, de mon côté, j'ai pris les éléments, enfin, j'ai interviewé un peu le client, lui demandant voilà, de quoi il a envie, etc., etc. J'ai fait un mood board et de ce mood board, en fait, je parlais avec le nez, en fait, hein, qui a créé le parfum. Et comme ça, de fil en aiguille, on est arrivé jusqu'à ce que le client soit satisfait. Ensuite, moi, je suis intervenu après pour dessiner le packaging, la bougie, etc. Et suivre un peu la prod, mais voilà. Donc voilà, c'est plutôt, je m'entoure plutôt de personnes techniques, en fait, hein, quand c'est de la déco avec un architecte, par exemple. Euh, j'ai eu à dessiner une collection de montres, mais moi, je faisais plutôt pareil le côté esthétique. Je travaillais avec quelqu'un de technique pour faire pour tous les éléments techniques. Voilà, c'est à chaque fois du cas par cas. Quand j'habille une célébrité, ce qui arrive puisque je fais encore un petit peu de B2C, où là, je fais appel à des maquilleurs, des coiffeurs, etc., euh, qui, pour le coup, sont dans l'esprit, dans le mood du client ou de la cliente. Voilà, tout un tas de choses comme ça. L'idée, c'est de faire quelque chose de sur-mesure par rapport au projet. Voilà, adapté à chaque projet et vous allez chercher les profils qui vous correspondent. De la même Absolument. manière, Louis, vous, chez Citadium, combien vous êtes dans ce service achat et comment vous travaillez les uns avec les autres? Probablement pas en solo, j'imagine. Non, non, non. Bon, on est une équipe de 5 acheteurs. Alors, 4 acheteurs et avec un responsable des achats. Et en fait, le métier d'acheteur, il est hyper particulier, surtout dans un grand magasin ou dans une grande enseigne. C'est qu'on est un peu le cœur du réacteur. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le lien entre les marques, entre le magasin, entre à peu près tous les services d'un magasin, qui soient appro, admin, RH ou légal. Donc, on est constamment en fait en train d'échanger avec tous les services, ce qui est hyper intéressant, où aucune journée ne se ressemble, hein. Et on échange beaucoup entre nous pour, par exemple, moi j'achète la chaussure mode femme et homme, donc je vais beaucoup échanger avec l'acheteuse accessoire femme et l'acheteuse mode femme pour qu'on arrive un peu à dessiner une silhouette cohérente sur la saison. Mais on est dans un échange quotidien sur tout ce qu'on voit, sur tout ce qui se passe et sur tout ce qu'on fait. Voilà, un vrai travail d'équipe, on l'entend bien. Parmi les questions qui nous arrivent, et je vous les pose au fur et à mesure, on a la dernière là, avec le rôle des influenceurs. On voit plein d'influenceurs qui travaillent dans des marques de luxe. Comment font-ils et est-ce que c'est véritablement un métier? Ah, Alors, grande question les influenceurs, surtout pour la génération qui arrive. Euh, Aujourd'hui, le métier d'influenceur être influenceur est un métier. Enfin, il est considéré comme tel vu qu'ils sont Oui. rémunérés. Généralement, s'ils travaillent avec une marque, que ce soit une marque de luxe ou une marque de mode ou de cosmétiques, c'est que la marque a besoin de l'audience qu'a cet influenceur. Aujourd'hui, il y a des études qui sortent auprès de la jeune génération, on va dire, parce que c'est elle qui est touchée avec les influenceurs. Cette génération a autant, sinon plus, confiance en l'influenceur qu'en la marque. Et ça, c'est un problème. Donc, enfin, c'est pas un problème, mais en tout cas, c'est un nouveau biais de communication avec son client. Et vraisemblablement, l'influenceur va devenir une étape importante pour accéder au client quand on a une marque. Mais alors maintenant, c'est des gens qui ont des agents, et des agences qui gèrent des influenceurs. Donc maintenant, il y a un cadre légal autour de ça. C'est tout est réglementé. un petit mot, Stéphano, sur ce rôle d'influenceur. N'importe qui ne devient pas influenceur. Et pour le coup, puisqu'on en est la période des études et de l'orientation, il n'y a pas vraiment de chemin à suivre pour devenir influenceur.
Non, c'est là pour le coup, on est plus dans un savoir-être qu'un savoir-faire pour le coup. L'influenceur est devenu un maillon très très important, notamment pour la marque, puisque la marque, en termes de com, justement, comme le disait Louis, quand il s'agit de cibler les jeunes générations, hein, on les appelle génération Z, alpha, enfin peu importe, soit la marque communique directement, donc à travers ses community managers, ses comptes qu'ils gèrent en direct, ou soit, et donc pour parler à leur propre communauté, et soit ils passent à travers une tierce personne, donc l'influenceur, pour qu'elle-même parle à sa propre communauté, et donc en leur donnant tous les outils qui sont nécessaires, hein, bah, les produits, organiser un événement Instagrammable, hein, toujours, hein, ça c'est le maître mot, et et après, en lui laissant carte blanche, en lui disant, bah voilà, en contrepartie, il nous faut 5 stories, 4 posts, etc., etc. Donc effectivement, c'est devenu un vrai métier. Euh, Encore une fois, c'est vraiment le style de la personne qui fait que sa personnalité, puisque l'influenceur, enfin, les réseaux sociaux au sens large, c'est quelque chose de très égotique. Hein, on est vraiment dans l'ego. Ce qu'on appelait un blog avant, mais voilà, le temps des blogueuses est plutôt terminé. Hein, on parle des influenceurs aujourd'hui, et influenceuses, pardon. Et pour le coup, c'est une espèce à la base, un peu son carnet privé qu'on ouvre en fait, hein, et qui fait que justement, voilà, ça plaît. Et ce qui est important, par contre, une dernière chose par rapport à ces influenceurs et influenceuses, ce que les personnes aiment, c'est vraiment les personnes qui leur ressemblent. Donc effectivement, il y a les stars, hein, les méga influenceuses, mais là pour le taux de conversion, enfin voilà, hein, les différents taux que l'on, parce qu'effectivement on analyse tout ça, hein, puisque on paye ces personnes, donc il faut qu'il y ait quand même un retour logique. Et donc plus la personne est voilà, Kylie Jenner effectivement avec 300 millions d'abonnés euh, aura peut-être moins d'impact sur la jeune fille ou ou le jeune homme ici en France que l'influenceuse qui lui ressemble, qui a le même âge, qui vient du même milieu et qui évolue en même temps en fait. Mm. Et d'où l'intérêt de ces influenceurs qui sont ni trop connus ou ni pas assez, quoi. Voilà pour le point influenceur. On va pas mal parler aussi de la formation et du chemin pour arriver dans ces métiers du luxe. Peut-être Louis, pour vous, c'est quoi les perspectives d'évolution une fois qu'on est acheteur pour Citadium? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors, comme on est acheteur et qu'on rencontre plein de personnes et qu'on touche plein de métiers, on peut faire plein de choses après. Si on veut rester vraiment dans le domaine des achats, on peut devenir responsable des achats, par exemple, ou responsable de marché. Sinon, on peut aller travailler en maison et devenir acheteur, alors de produits finis pour les maisons. Et dans ces cas-là, ça veut dire c'est nous qui choisissons les produits qui seront présents dans les magasins d'une certaine région donnée. On peut aller travailler dans un service merchandising pour une maison aussi, ou au service commercial d'une marque, en faisant key account manager par exemple, qui sont un peu nos homologues des marques qu'on rencontre. Et après prendre une direction commerciale. Enfin, c'est comme on a un métier qui est très commercial à la base, on reste avec cette appétence-là. Qu'est-ce qui permet justement de franchir ces échelons? On a une question qui nous est arrivée tout à l'heure sur ces perspectives d'évolution avec quelqu'un qui nous dit comment faire pour ne pas rester assistante toute sa vie? Alors moi j'ai été presque 5 ou 6 ans de ma vie, en tout cas pendant les cours, j'ai été assistant. Et j'ai adoré ça parce que c'était un Très formidable bonne. lieu d'observation. En plus, quand on est assistant, quand on se trompe, c'est pas grave, on est là pour assister et pour apprendre, mais quand on fait quelque chose de bien, c'est génial. Donc c'est vraiment ça nous permet un peu de tout voir. Mais généralement, en tout cas, si on fait le nécessaire pour travailler, enfin c'est le step d'après, c'est normal, c'est d'avoir un travail de responsable ou d'arrêter l'assistanat. C'est pas, enfin ça vient un peu assez logiquement en fonction du travail qu'on fournit. Parmi les autres questions, le luxe, votre domaine, c'est un secteur qui attire énormément. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce que c'est un secteur qui n'est pas un peu bouché, fermé? Stéphano, vous recrutez beaucoup? Écoutez,
On recrute effectivement des personnes pour le coup formées, hein, qui ont ce savoir-faire, qui apprennent ce savoir-faire au sein des écoles. Euh, je dirais que tous les métiers aujourd'hui ont un peu cette problématique. Nous, la problématique dans le luxe, c'est de recruter justement au niveau de la réalisation, au niveau par définition, vous savez, en termes de storytelling, le luxe aujourd'hui parle beaucoup du savoir-faire, de transparence, etc. Sauf que la difficulté, c'est de recruter justement un maroquinier, quelqu'un qui va fabriquer un vêtement, etc. Donc, en termes de management, là, on est plutôt OK, hein. Donc, les marques recrutent régulièrement grâce aux écoles. Les écoles fournissent des personnes compétentes, etc. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué pour tout ce qui est plus manuel, hein, qui est la base du métier, hein. Typiquement, sans les petites mains des maisons de couture, il n'y aurait pas de haute couture, par exemple. Et là, c'est plus difficile pour justement les recruter. Mais sinon, effectivement, il y a beaucoup de place, hein. Le luxe à la française est internationalement connu. Un des secteurs qui fonctionne le mieux aujourd'hui, malgré la crise, hein, justement. On a Et si parlé on avait des conseils à leur donner à ces étudiants qui nous écoutent et qui se disent la porte m'a l'air fermée, comment je fais pour l'ouvrir? Qu'est-ce qu'on leur dit? le Quels sont les networking. conseils? Ouais, le Ouais. networking est hyper important. Les diplômes, ok, c'est bien, il en faut, Ouais. mais un diplôme sans network, enfin sans réseau, c'est rien du tout. Vraiment, le réseau, tout passe par le réseau. Et vous savez, le monde de la mode et du luxe à Paris, tout le monde se connaît, tout le monde a travaillé plus ou moins ensemble, tout le monde, et c'est pour ça que vraiment ne pas hésiter à créer son réseau dès le premier jour post-bac, je dirais. Et voilà. Et la difficulté, c'est pas de créer son réseau, parce qu'à la limite, vous allez sur LinkedIn, vous rajoutez quelqu'un. Point. Non, le plus compliqué, c'est d'entretenir ce réseau, voilà, de dire que Mm. coucou, je suis là. Si vous le faites pas assez, on vous oublie. Si vous le faites de trop, c'est du harcèlement. Donc trouver le juste milieu, c'est un peu compliqué, mais vraiment tout passe par là. Moi personnellement, mes clients viennent du réseau. Quand j'étais salarié, le travail, pareil. Vraiment, le réseau, c'est le numéro, enfin, c'est vraiment le binôme du diplôme, je dirais. Louis, vous êtes d'accord avec ça? Je vous entends Oui, je suis assez acquiescer. d'accord avec Stéphano et en plus on a une chance surtout si on veut travailler dans le mode et le luxe, on est à Paris. En tout cas, si vous êtes étudiant à Paris, c'est la capitale de la mode et du luxe dans le monde. Donc il y a euh, et en fait quand Louis, on est on est en étudiant, train c'est de une vous chance. perdre un petit peu. Ah non, on vous retrouve. Allez-y. Ça Vous me coupait pas retrouvez? mal. Ouais, Oui. allez-y. Donc ouais, je disais que comme il y a quantité d'événements, c'est une chance quand on est étudiant parce qu'on peut vraiment prendre part à ces événements. On a toujours besoin de mains sur ces événements. Alors, que ce soit un défilé, on a toujours ou de serveurs. Sur les salons, on a toujours besoin d'assistants sur les stands. Donc c'est pas forcément des métiers rémunérés, mais en tout cas pour commencer, moi c'est un conseil vraiment que j'ai à donner, ne pas hésiter au culot à y aller. Et à se présenter à ces événements-là avec un CV en leur disant bon bah voilà je suis dispo pour travailler les week-ends, les soirs, pendant les périodes de Fashion Week, si vous avez quelqu'un sur un stand pendant les défilés. Et c'est là déjà on va rencontrer d'autres jeunes comme nous et on va se suivre un peu dans notre évolution. Et on va rencontrer des professionnels qui à un moment vont peut-être avoir besoin d'un stagiaire, donc on va avoir notre premier stage comme ça, puis après notre premier emploi, notre première alternance ou des gens qui vont nous recommander à d'autres. Donc voilà, hein, Absolument. ça répond un petit peu à la question qui a été posée par quelles actions on peut se créer un réseau. Faut créer les opportunités, quoi. Faut y aller un peu au culot, Exactement. c'est ça? C'est Oui, c'est- c'est exactement. Et là aussi, sans snobisme aucun, hein, enfin, l'idée, c'est même la femme de ménage elle-même a son réseau. Elle peut travailler pour quelqu'un d'autre qui est le responsable de telle boutique, etc. Zéro snobisme et même Donc effectivement, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, hein. LinkedIn enfin, c'est le numéro un justement en termes de réseau. Mais Instagram aussi, vous savez, les RH regardent aujourd'hui le compte Instagram du candidat.
Donc effectivement, de bien différencier quelque chose de très professionnel, très voilà, du chose très privée où les photos de vacances ne regardent que les personnes qui les postent, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de séparer les deux. Et voilà, et aussi la bonne vieille carte de visite, hein, qui est toujours d'actualité. Et l'idée, c'est comme planter des graines, hein, certaines graines poussent, d'autres pas, certaines mettent énormément de temps à pousser, mais elles poussent. Voilà, l'idée, c'est soit sur cette carte de visite de mettre un QR code qui mènera vers votre CV, le portfolio, etc., qui fait que on est vraiment dans l'action. Puis après, c'est comme dit Louis, c'est vraiment s'incruster, voilà, dans les dans les vernissages, Et ça, c'est voilà. vraiment possible? C'est vraiment possible de s'incruster dans une soirée parisienne dans laquelle vous n'êtes pas invité? Ouais, Écoutez, absolument. voilà, c'est juste effectivement de la débrouille, c'est de la débrouille, mais c'est une qualité essentielle, hein, dans la vie, je dirais, et dans le luxe encore plus. Et voilà, hein, en ayant le bon, voilà, la bonne tenue qui va avec, voilà, le sourire, les codes du luxe, hein, parce qu'effectivement, il y a les codes du luxe qui sont très importants, hein, qui est de l'ordre, voilà, il y a des choses à faire, que ce soit au niveau de l'outfit de la personne ou au niveau du savoir-être. Et voilà, et ça fonctionne, quoi. Et c'est comme ça qu'il n'est pas rare, comme disait Louis, qu'on fasse appel à des jeunes étudiants, notamment pour habiller les mannequins lors des défilés. Donc vous êtes au cœur du process pour le coup. Et ça vaut tous les cours du monde, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être un passage assez favorisé? Est-ce qu'il y a des études à faire absolument? Est-ce qu'il y a la pratique d'une langue étrangère qui est obligatoire? Est-ce qu'il y a, je dirais, une voie tracée pour travailler dans le luxe? Il y a quelque chose qui est... Ouais, vas-y. Alors, moi j'ai envie de dire oui et non. Ouais. Ah, vas-y Stéphano, vas-y Stéphano. Bon, j'y vais. Juste une petite chose. Il y a quelque chose qui est très très valorisé et Louis en plus en est l'exemple vivant. C'est n'hésitez pas à un moment donné à partir à l'étranger. Voilà, sac à dos, machin, peu importe. Ça sur un CV, ça vaut toutes les écoles du monde, quoi. Donc voilà, le voyage, ça c'est intéressant. Et en termes d'études, peut-être avant cela? En termes d'études, alors oui, forcément, on a quantité d'écoles de mode à Paris, mais donc si on veut vraiment travailler dans ce secteur, c'est bien de passer par une formation spécialisée, mais sur des profils types dans la mode, j'ai envie de dire oui et non, et c'est ça qui fait la beauté de ce secteur. Moi, je vous donne un exemple. Hier, je recevais un commercial pour une marque. Lui, il a travaillé 8 ans comme archiviste des cartes de Savoie, des anciennes cartes de Savoie, avant de travailler dans la mode. Si vous regardez aujourd'hui des PDG de grandes maisons, ils ont fait des études de droit juridique. Donc, il y a plein de profils. J'ai en studio, pareil, à tous les niveaux, de gens qui peuvent venir de différents milieux. Et pour moi, c'est ça qui fait la richesse de la mode. C'est qu'on trouve toujours plein de profils atypiques et des gens qui arrivent avec un regard nouveau. Donc forcément, il y a des clés d'entrée avec certaines écoles qui sont privilégiées dans certains groupes. Mais c'est un métier de passionné avant tout. Et c'est ça qui compte le plus. On nous parle de l'alternance. Est-ce que vous avez beaucoup d'alternants aussi autour de vous? C'est un peu la voie royale, si je puis dire, dans le sens où c'est vraiment on est entre le monde 100% professionnel et le monde des études, donc avec plein d'avantages que l'on connaît, hein. Vous savez, le fait que l'alternance permet de payer notamment les frais d'école, les frais scolaires, mais en même temps, cette alternance, on est vraiment dans le bain. On est en plus pour les entreprises, c'est une façon pour eux de faire une espèce de période d'essai et de jauger la personne. Et il n'est pas rare, même assez fréquent, que l'alternance se transforme en CDD ou CDI après, quoi. Donc c'est vraiment un passage très très important aujourd'hui. Je confirme ce que dit Stéphano parce qu'à titre personnel, si aujourd'hui je suis acheteur chez Citadium, c'est parce que j'ai fait ma dernière année de master et le SG m'a permis ça en alternance aux achats au printemps où j'étais un an. Et comme le Citadium fait partie du groupe Printemps, c'est là que les vases communicantes se sont faits. Mais non, c'est formidable pour découvrir un métier, pour mettre un pied dans la vie professionnelle. Alors c'est une année intense, faut pas se mentir, mais c'est une voie royale pour accéder au milieu professionnel. Donc voilà,
Si on devait résumer, puisqu'on arrive déjà au terme de cette conférence, l'alternance voie royale, se créer un réseau Ouais, et être finalement doté d'une grosse détermination, d'un peu de culot, quoi. En gros, vous y Absolument. croyez Et, et ça peut et marcher. exactement, se dire que le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. Mhm. Le Ouais, savoir-être aussi important que le savoir-faire. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec les étudiants et peut-être leur entourage vos métiers. On a eu énormément de questions, donc je pense que vos métiers ont fait briller quelques yeux cet après-midi. En tout cas, merci d'avoir participé à cette conférence. Vous pourrez retrouver le replay sur la plateforme sur laquelle eh bien, vous êtes arrivés avec nous cet après-midi dès qu'on aura terminé. Et il y a encore des conférences dans les minutes qui viennent, avec notamment celle-ci à 14h35, École de commerce suis-je vraiment fait pour ça, les métiers de la communication à 14h40, et puis ensuite, eh bien, à savoir s'il faut faire un bac +2, +3, +5 pour avoir des responsabilités en entreprise. Merci beaucoup, en tout cas, de votre attention merci et Gaël. à bientôt. Merci Gaël.